Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et le fait du jour, c'est un peu, je dirais pas amusant, mais cocasse, puisque on est 3 ans après quasiment jour pour jour, après le premier confinement, et on reparle encore de l'hôpital avec la loi Rist, une loi qui parle notamment de l'intérim qui pourrait faire exploser l'hôpital. Nous sommes en compagnie du docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Bonjour Gérald Kierzek. Bonjour. Alors, pourquoi la loi Rist s'en prend-elle aux intérimaires ? Alors, la loi Rist plafonne en fait les tarifs d'intérimaires. Vous savez qu'il y a des hôpitaux, notamment des hôpitaux périphériques, qui tournent des petits hôpitaux avec non pas des titulaires, mais avec des intérimaires. Ces intérimaires, c'est un peu la loi de l'offre et du marché, mais il y a quand même un syndicat des médecins remplaçants. Et ces médecins remplaçants étaient payés à des tarifs qui étaient variables en fonction des besoins, de l'urgence. Vous savez, ils sont vraiment la variable un peu d'ajustement. Quand il y avait des gardes à prendre, parfois il y avait des gardes qui se négociaient effectivement à 1 500 ou 2 000 euros les 24 heures, ce qui n'est pas aberrant, c'est du 65 € de l'heure quand on ramène ça à un taux horaire. Et là, la loi Rist, du nom de Stéphanie Rist, qui est une députée, qui est une collègue en plus, qui est une rhumatologue, qui était une rhumatologue avant d'être députée La République En Marche, députée du Loiret, oui. veut plafonner en disant il y a des abus, donc on plafonne à 1 170 € brut les 24 heures. Et quand on ramène à un taux horaire, ça fait 34 € de l'heure pour des gens qui ont bac+10, qui font tourner des hôpitaux, qui prennent des risques, puisqu'on voit bien que ce sont des spécialités à risque, les urgences que je connais bien, l'anesthésie-réanimation, la gynécologie obstétrique, bref, toutes les spécialités qui ne sont pas pourvues, on va taper sur la tête de ces intérimaires. Alors, on en fait des espèces de boucs émissaires du système. On a l'impression que c'est à cause d'eux que le système de santé s'effondre. C'est un peu une fuite des responsabilités et c'est un peu facile de taper sur ces intérimaires qui ne font que dépanner finalement et on entend beaucoup de fake news à leur propos. Gérald Kierzek, est-ce que l'hôpital public peut se passer de ces intérimaires ? Non, on ne peut pas s'en passer ni sur le plan médical ni sur le plan paramédical. On a beaucoup d'infirmières. J'étais de garde encore avant-hier. Sur 3 infirmières, il y a 2 intérimaires. On voit bien que c'est pas les mêmes tarifs que les médecins, c'est des grilles qui sont différentes, mais l'hôpital ne peut pas se passer, les grands hôpitaux ne peuvent pas se passer d'intérimaires. Vous voyez que vous avez des hôpitaux comme l'hôpital Georges Pompidou par exemple à Paris, qui a des médecins intérimaires là aussi, mais c'est souvent des hôpitaux de proximité, périphériques, déjà dans lesquels l'offre de soins est compliquée, l'accès aux soins pour les patients est compliqué. C'est pour ça que je disais que ces intérimaires, ils rendent service. On a bien été content de les trouver, on est bien content de les trouver dans des hôpitaux difficiles où ils sont souvent tout seuls de garde le soir de Noël. Donc c'est juste un peu facile comme ça de leur taper dessus. L'inquiétude de cette loi Rist, c'est qu'il y ait des hôpitaux qui ferment tout simplement. Alors est-ce que c'est pas le projet finalement un peu caché qui est de dire ça va permettre encore d'écrémer et de fermer une offre de soins de proximité dans une logique encore technocratique? Alors François Braun parle d'intérim cannibale. Que pensez-vous de ce terme ? Moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question, pourquoi il y a des intérimaires? Pourquoi on a besoin d'intérimaires? C'est parce que l'hôpital est incapable de proposer des postes attractifs, de garder ses médecins, d'avoir des médecins qui restent avec des plans de formation, un projet médical. Et donc, les intérimaires sont là parce qu'il n'y a pas de titulaire sur place. Enfin, il ne faut pas renverser le problème. Ce n'est pas à cause des intérimaires que l'hôpital n'est pas attractif. C'est parce que l'hôpital n'est pas attractif, c'est parce que l'hôpital maltraite ses personnels depuis des années qu'on a des intérimaires qui viennent dépanner et encore une fois augmenter l'offre de soins. Donc moi, j'aimerais bien que le collègue François Braun, qui est maintenant ministre et qui connaît parfaitement ce sujet-là, arrête sur ces plus confraternels et remettre un peu les choses à leur place, c'est-à-dire que il faut redonner de la bienveillance aux équipes, il faut redonner des projets médicaux et là on n'aura pas besoin de faire appel aux intérimaires. Gérald Kierzek, 34 € de l'heure au lieu de 65, ça fait quand même un gros écart, c'est pratiquement moitié moins, c'est un tarif dérisoire. Le but, est-ce que c'est pas finalement de dissuader tout intérimaire de travailler dans l'hôpital public ? Bien sûr, mais donc du coup, ça va faire quoi? Ça va augmenter encore le taux de fuite de l'hôpital public. Je veux dire, les médecins, on en manque à l'hôpital public. Beaucoup de postes, des milliers de postes sont vacants dans les hôpitaux publics, particulièrement dans des spécialités difficiles. Et puis moi, j'aimerais vous dire quand même 65 € de l'heure pour un médecin bac+10 qui a votre vie entre les mains. Vous trouvez que c'était un tarif qui était normal? Vous savez combien je gagne quand je fais une garde de nuit aux urgences? Non. Je gagne 250 € brut pour 24 heures de boulot.
Vous croyez que ce sont des tarifs décents? On a la même chose avec les généralistes. Vous pensez que 25 ou maintenant 26,50 € comme c'est proposé, c'est un tarif décent? On a prolétarisé la médecine en France. On a fait des médecins des ouvriers spécialisés. Donc il ne faut pas s'étonner que tout le monde se barre de l'hôpital public, se barre de l'exercice de médecine générale parce que c'est un stakhanovisme. Vous êtes obligé de multiplier les consultations pour avoir un tarif décent. Regardez dans toutes les autres professions. Prenez le tarif horaire d'un avocat, c'est 65 € de l'heure. Non, mais même un plombier, c'est plus cher, soit dit en passant. Voilà. Si vous avez un plombier qui vient chez vous, rien qu'avec les frais de déplacement, c'est plus cher. Mais est-ce que finalement, avant cette loi, le bon filon, c'était pas d'être médecin intérimaire? Parce que vous avez dit le prix que vous touchiez pour une garde, 250 € brut pour 24 heures. Là, à 65 € de l'heure, c'était beaucoup mieux payé. Oui, sauf que dans mon cas, je suis praticien hospitalier, donc ça veut dire que j'ai des congés payés, ça veut dire que j'ai une assurance, une protection sociale, ça veut dire que j'ai droit à la formation. Les intérimaires, ils n'ont rien de tout ça. Donc c'était la compensation de cette précarité dans leur travail. Il n'y a pas de congés payés, ils n'ont pas de formation, et s'ils tombent malades, eh bien ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc à un moment donné, ça suffit. Un médecin, ça vaut un certain prix. Dans ce pays, il faut qu'on le comprenne, aussi bien en libéral que à l'hôpital, et il faut arrêter de maltraiter les soignants parce que demain, vous ne serez plus soigné par personne, ni par un intérimaire, ni par un titulaire, et c'est les patients qui vont en payer le prix extrêmement cher. Quelles seraient là où les solutions selon vous, Gérald Kierzek? Redonner de l'attractivité à ces postes hospitaliers, redonner la possibilité, payer correctement les médecins, leur donner un vrai projet médical. C'est sûr que ces hôpitaux, quand en permanence on vous dit on va les fermer, etc., comment voulez-vous motiver un jeune médecin, par exemple, qui est dans un grand hôpital parisien et qui en peut plus de cet hôpital parisien? Je pense aux gynécologues. Vous savez, exercer dans une usine à bébés, c'est pas marrant pour ces gynécologues ou même pour les sages-femmes. Mais ils vont pas aller prendre le risque d'aller dans un petit hôpital, une petite maternité, où vous avez encore un rapport, un énième rapport qui menace cette maternité. Donc redonnons une vraie pérennité qu'un projet médical, redonnons les manettes aux soignants. Il faut que les soignants ne soient pas que des ouvriers spécialisés, mais il faut qu'ils dirigent les hôpitaux. On va le rappeler, je vais le redire, j'ai rien contre les directeurs ou les directrices d'hôpitaux, mais ce ne sont pas des soignants. Il faut qu'on travaille en binôme et il faut qu'il y ait une direction bicéphale, et ça va redonner de l'attractivité au poste. Donc c'est pas une histoire d'argent, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est oui, payer correctement les gens, c'est leur redonner les manettes du système et leur redonner un bien-être, un espèce d'hôpital heureux où il fait bon vivre de travailler, parce que sinon tout le monde va partir. Gérald Kierzek, si tout le monde part, vous disiez que votre dernière garde c'était avant-hier ou il y a 3 jours, vous aviez 2 infirmières intérimaires sur 3. Si là maintenant les médecins intérimaires reviennent plus, il va falloir quand même des soignants parce que les gens se soignent pas tout seuls. Est-ce que la réintégration des soignants non vaccinés, ça pourrait être une option selon vous, puisqu'on sait que même s'ils sont pas vaccinés, c'est plus un problème de contamination, qu'on soit vacciné ou pas, on peut contaminer les gens? Alors, ça ne résoudra pas la crise de l'hôpital et le problème du manque démographique de médecins et d'infirmières, mais ça participerait, je pense, toutes les mains sont utiles, donc on a besoin de toutes les mains. Donc, je me suis exprimé, mais très tôt et avant même que la Haute Autorité de Santé ou d'autres se prononcent pour la réintégration des soignants. Ça fait des mois que je le dis. Ça résoudra pas la crise de l'hôpital, mais je parlais à l'instant de bienveillance. Ça permettrait de donner un discours d'ouverture et un message d'ouverture. Et je vous assure que nous, dans les services, que les gens soient vaccinés ou pas, qu'ils aient été à un moment donné exclus, nous a plutôt ulcérés. Et quand j'entends certains collègues sur les réseaux sociaux, c'est une minorité agissante qui stigmatise ses collègues aides-soignants. Je vous garantis que la majorité qui est sur le terrain, de toute façon, les gens ne sont plus vaccinés, on n'a plus un schéma vaccinal qui est efficace et on serait très heureux d'accueillir ces soignants. Alors Gérald Kierzek, c'est un quasi-anniversaire, le confinement, le premier confinement il y a 3 ans. On a l'impression que 3 ans et demi, on n'a tiré aucune des leçons de la pandémie pour l'hôpital. On n'a tiré aucune des leçons de la pandémie, notamment sur la crise structurelle. Je n'ai eu de cesse à votre micro de le répéter dès les premiers mois de cette crise en disant oui, il y a le Covid, mais on ne va pas tout mettre sur le dos du Covid. Et tout mettre sur le dos du Covid comme ça a été fait est une manière pour les politiques et la technostructure administrative de l'hôpital de se dédouaner des responsabilités du passé, et en particulier de la fermeture de lits de réanimation, d'hôpitaux de proximité, de services d'urgence. Donc cette paupérisation du système de santé, j'avais même écrit dans le Figaro la tiers-mondisation du système de santé. Elle est en marche depuis, sans mauvais jeu de mots politique, elle est en marche depuis quelques années. Elle s'est clairement accélérée aussi, ou en tout cas rien n'a été fait pour la freiner, mais on n'a tiré aucune leçon. Vous savez, il y a 2 leçons
qui sont majeures de cette crise du Covid et qui permettraient d'éviter d'avoir d'autres Covid ou autres d'ailleurs, parce qu'on aura d'autres menaces, et en particulier le vieillissement de la population qui est inéluctable. Un, c'est la crise structurelle et il faut rebâtir une médecine de proximité avec un médecin généraliste qui est pivot, rendre ce boulot attractif, les payer correctement mais leur donner de la valeur dans la société. Et c'est souvent des binômes avec l'hôpital de proximité, donc il faut recréer ce maillage de proximité, ne pas fermer les services et même en recréer. Et la deuxième leçon qu'on n'a pas tirée de ce Covid, c'est la prévention. Alors on nous bassine actuellement avec la prévention, mais la vraie prévention qui portera ses fruits dans 30 ans, c'est pas à la place de l'hôpital d'aujourd'hui. Donc on voit bien que ces deux pieds, on renforce le système curatif de proximité, on revalorise la médecine, les soignants en général, parce qu'il n'y a pas que les médecins. Et de l'autre côté, on mise sur la prévention dont on aura les fruits dans 30 ans, c'est-à-dire qu'on fait des coachs dans les supermarchés pour accompagner les familles les plus en difficulté à remplir un caddie. Et on connaît la difficulté avec l'inflation actuelle de remplir un caddie sain avec un porte-monnaie où ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est là où on aurait besoin justement d'accompagner les gens. Gérald Kierzek, il y a quelques années, on avait le meilleur système de santé du monde. Comment en est-on arrivé là ? Bon, ça, c'était un peu une foutaise, le meilleur système de santé au monde. C'était il y a 30, vieux 40 ans, c'était pas mal. Ouais, c'était un vieux sondage au classement de l'Organisation mondiale de la santé. Nous, ça fait 20 ans qu'on connaît la décrépitude du système de santé. Ça fait 20 ans qu'on alerte. Les grèves, c'était avant le Covid. Donc, nous, soignants, ça ne nous étonne pas. Alors là, ça a un peu mis en pleine lumière, on l'a pris en pleine face, j'allais dire, avec la crise du Covid. Mais on est dans un système qui se tiers-mondise. Si vous n'avez pas soit l'argent d'un côté, soit le réseau d'information, et souvent il faut les deux, vous n'avez pas les mêmes chances. Alors heureusement, on a encore un système qui est formidable pour l'urgence vitale. Ça dépend des endroits sur le territoire, parce qu'il vaut mieux faire son infarctus en plein cœur de Paris ou d'une grande ville, parce que votre artère sera débouchée, que si vous le faites au fin fond de la Lozère ou de la Normandie ou de la Creuse, parce que là, vous aurez un problème d'accès aux soins. Et moi, je veux bien que l'hélicoptère, mais l'hélicoptère, il vole pas toujours. L'hélicoptère, il est parfois souvent pris par d'autres interventions. Et donc, c'est une vraie perte de chance. Donc, ce système, il s'est, depuis des années, progressivement, il y a une déliquescence. Je pense que le fait que les soignants aient été exclus des décisions depuis des années et que le politique ait été exclu au profit d'une administration toute puissante, ça participe grandement à cette décrépitude du système de santé. Il faut remettre les soignants aux manettes. Il faut que le politique et donc les citoyens reprennent aussi le système de santé. Et il va falloir réinjecter de l'argent, mais c'est de l'investissement. Merci beaucoup Gérald Kierzek, médecin urgentiste, qu'on a toujours un grand plaisir à avoir avec nous sur Sud Radio. Merci à vous. Merci. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Balance pas mal, c'est pas ça balance pas mal à Paris, comme la chanson de France Gall écrite par Michel Berger, c'est plutôt ça balance pas mal à Toulon. Puisque demain, au Palais Neptune à Toulon, il y aura un débat sur l'histoire des sciences et des violences intrafamiliales, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Aurore Boyard, avocate spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors justement, vous allez parler de la science et des luttes contre les violences faites aux femmes, et grâce aux évolutions de la science, on peut lutter contre ces violences. De quelle manière ? Alors, science et violence intrafamiliale nous paraissaient liées pour la simple et bonne raison que la science va venir finalement aider les victimes. Deux exemples, il y a les boutons connectés Mon Shérif, qu'on commence tous à connaître, qui permettent de sécuriser les victimes. Il y a également une application IHOP qui permet de conserver les preuves dans le cadre d'un coffre-fort numérique pour pouvoir permettre tout simplement à la victime de conserver les preuves des actes de violence qu'elle a pu avoir antérieurement ou même d'actes de violence qui se créent. Donc c'est deux technologies, deux sciences qui viennent au secours des victimes. Et puis ce qui nous paraissait également important, science aussi, c'est le médical. Oui. C'est-à-dire que dans le cadre là on est sur des sciences médicales, dans le cadre des violences, il y a des médecins qui vont intervenir, des psychiatres, des gynécologues, et notamment un médecin légiste. Alors un médecin légiste, rappelez-nous comment, parce qu'un médecin légiste, il faut le rappeler pour les auditeurs qui ne le savent probablement pas, ne s'occupe pas que des personnes décédées. Alors en quoi va intervenir le médecin légiste demain ?
Oui, alors le médecin des légistes, c'est pas que le médecin des morts, c'est aussi le médecin des vivants. Exactement. Voilà. Donc, Heureusement d'ailleurs. Oui, et c'est une grosse part d'ailleurs de son activité en tant que légiste, parce qu'ils interviennent, et c'est ce qu'il va nous expliquer lors des gardes à vue, tout aussi bien pour voir les mises en cause, délivrer un certificat médical pour dire si leur état est compatible avec la garde à vue, mais ils peuvent aussi intervenir pour examiner les victimes et déterminer les ITT, puisque c'est-à-dire les interruptions temporaires de travail. Tout à fait. Enfin, c'est surtout, là, en l'occurrence, ça considère à une période pendant laquelle on considère que la victime n'a pas pu vaquer normalement à ses occupations. Et c'est ce qui va permettre de déterminer également après au procureur les poursuites. Est-ce qu'on va être une ITT 0 jour d'ITT, après moins de 8 jours d'ITT, au-delà de 8 jours, au-delà de 45 jours, ce qui va permettre aussi au procureur de décider s'il va poursuivre devant un tribunal correctionnel en juge unique ou devant un tribunal correctionnel en collégial. Donc c'est important. Alors justement, on a l'impression, pour une réponse courte, qu'on n'avance pas trop sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Pourquoi ? Alors moi, à mon sens, la grosse problématique que l'on a, c'est l'interprofessionnel. Je pense que et ça je le vois, les professionnels ne travaillent pas encore tous ensemble. Or, il est important, et ça je le dis, que le monde médical, le monde judiciaire travaillent ensemble, que psychologues, psychiatres, médecins légistes, procureurs, tout ça, on travaille tous ensemble, mais aussi bien du côté des victimes que même du côté des mises en cause. Le problème, à un moment donné, on a l'impression que chacun doit être sur son activité. Oui, effectivement, on a tous nos activités, mais si on ne comprend pas ce que fait l'autre, si on ne s'intéresse pas à ce que fait l'autre, ça va poser problème. Et à mon avis, c'est là où on a un vrai souci. Et également sur le tissu associatif, on doit tous travailler ensemble. Un exemple dont on parlera demain. Il faut savoir qu'un médecin, lorsqu'il fait un signalement, il n'a jamais de retour sur son signalement qu'il a fait au procureur. Ce sont les médecins qui nous le disent. Ah oui. Or, ça serait logique qu'ils puissent avoir un retour, d'autant qu'on les implique dans la lutte contre les violences intrafamiliales, puisqu'aujourd'hui les médecins, c'est ce qui a été voté il y a maintenant à peu près 2 ans, ont la possibilité de saisir le procureur dans le cadre d'un signalement lorsqu'ils estiment que leur patient est en grand danger. À ce moment-là, levée du secret professionnel, du secret médical. Et donc c'est demain, mercredi 15 mars, de 9h à 18h au Palais Neptune de Toulon, salle Bonaparte niveau 1, accès libre et gratuit ? Oui. Eh bien, écoutez, on accueille tout le monde. Eh bien, écoutez, pour les Toulonnais, les Varois et tous ceux de la Côte d'Azur et de la Provence, vous êtes les bienvenus. Merci à vous, Aurore Boyard. Alors, ma perle du jour, on sait qu'en général, certains footballeurs ont un ego très légèrement surdimensionné. C'est a priori le cas de Karim Benzema qui n'en finit plus de régler ses comptes avec Didier Deschamps et qui a déclaré, je cite, qu'il allait s'expliquer pour le peuple. Oui, vous avez bien entendu. Pour le peuple, vous apprécierez la modestie du propos. Alors, dans un pays où il y a une dizaine de millions de pauvres qui ne mangent pas 3 fois par jour, est-ce que vous pensez que cette partie du peuple attend la parole de Karim Benzema? Et même les autres, ceux qui ont la chance de ne pas avoir de fin de mois, est-ce qu'ils attendent le peuple, la parole d'un footballeur? Moi, même si je suis un grand fan de foot, je ne le crois franchement pas. Vraiment, on est dans ce domaine, une fois de plus, dans le tout à l'ego. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hier, alors, ce sont ma huée du jour. Hier, on était chez les fous en France avec l'affaire de la fille de 12 ans que sa mère voulait envoyer dans le dortoir des garçons parce qu'elle se ressent garçon. Mais la folie n'a vraiment pas de frontières. On va traverser l'Atlantique pour aller en Caroline du Sud où on envisage d'instituer la peine de mort pour les femmes qui avortent. Vous avez bien entendu. Alors, le texte ne dit pas les choses aussi implicitement, puisqu'il veut considérer qu'une personne en est une à partir du moment de la fécondation, et que donc la personne existant dès la fécondation, la tuer, c'est un meurtre, et c'est passible de la peine de mort, si on en croit le Sénat de l'État, pas le Sénat américain, le Sénat de l'État de Caroline du Sud. On est chez les fous. Alors j'ai regardé la loi de Caroline du Sud, je suis allé sur Internet et je me suis posé la question de savoir combien risquait un violeur en peine maximale. Eh bien, en Caroline du Sud, un violeur, c'est l'article 16-3-652 de la loi de Caroline du Sud. C'est une peine de classe A, c'est-à-dire la plus élevée, et vous risquez 30 ans de prison. Mais votre victime, qui avorterait parce que vous l'avez mise enceinte en la violant, risquerait la peine de mort. On est vraiment chez les dingues en France, mais aussi aux États-Unis. Il y a eu un excellent reportage sur les femmes en Afghanistan, sur le service public de télévision dimanche soir. Je pense qu'il va falloir envoyer la même équipe faire un reportage en Caroline du Sud.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien bravo, c'est pour Jean Dujardin, on écoute ce son. Et j'aime bien aimer ce pays. Et j'aime bien le dire parce que je pense que c'est le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas. Ou pas assez. Parfois, je l'ai un peu surjoué. Enfin, pas surjoué, mais c'est-à-dire que j'ai été un peu chauvin. Au moment où, justement, où on imaginait que je ne le serais plus. Oui, c'est Jean Dujardin, des propos tenus dans l'émission 7 à 8. Alors oui, en France, on aime cracher sur la France, en particulier ici, hein. Et ce pays mérite d'être aimé, et je dirais même d'être adoré. Et c'est pour ça que ça fait du bien d'entendre une personnalité française mondialement connue, puisque je rappelle que Jean Dujardin a gagné un Oscar pour The Artist, de faire son coming out francophile. Alors, en général, on crache sur la France parce que ce pays il a un passé colonial, parce qu'il a fait des guerres, parce que c'est le patriarcat, parce que ceci, parce que cela. Et ça fait du bien d'entendre un Français qui est mondialement connu, faire son coming out francophile, je dis et je le répète. Alors bravo Jean Dujardin, et pour mettre une touche un peu d'humour, Jean Dujardin, what else? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face, c'est aujourd'hui un double face-à-face avec les deux co-auteurs d'un livre unique puisque c'est la première fois qu'un ancien patron parti en retraite depuis peu et un syndicaliste écrivent un livre ensemble. Ce livre, c'est Dialogue social ou Dialogue de sourds, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron. C'est publié aux éditions Vérone avec nous. On va commencer par le syndicaliste, Frédéric Guyonnet, président du SNB CFE-CGC, le syndicat national des banques, Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, c'est bien ça? Bonjour. Oui, bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Et Alain Condaminas, patron de la Banque Populaire Occitane, fraîchement retraité, qu'on est en train de joindre parce qu'avec les grèves, il n'a pas pu venir et on a un petit problème de liaison qui est en train de se solutionner. On va commencer avec vous, Frédéric Guyonnet. Vous avez vu, on a bloqué le patron. On a bloqué le patron, c'est ça, les blocages. Là, il coupe pas le courant, il bloque carrément les patrons. C'est le syndicalisme 3.0. Alors, comment est venue l'idée de ce livre, Frédéric Guyonnet? Vous êtes connu d'ailleurs dans quelles circonstances? On s'est connu parce qu'on a utilisé le dialogue social ensemble pendant plusieurs années. Et puis, quand Alain Condaminas est parti à la retraite, on s'est dit... Pourquoi ne pas écrire un livre ensemble? Parce que moi, dans mon rôle de président national du SNB, il m'arrivait de rencontrer certains dirigeants pour lesquels le dialogue social était très très secondaire, voire complètement inexistant. Et je me suis dit, qui de mieux qu'un patron pour parler à un autre patron autour du dialogue social pour expliquer ce que c'est. Et je me suis servi de ce livre, en fait, pour aller à la rencontre de ces patrons qui n'utilisaient pas le dialogue social dans leur entreprise. On a retrouvé Alain Condaminas, patron de la Banque Populaire Occitane, fraîchement retraité. Bonjour. Bonjour. Alors comment venu, il a dit, vous avez peut-être pas entendu que c'est lui qui avait coupé la ligne, le syndicaliste voulait couper le patron, c'est vraiment dans l'air du temps. Comment vous est venue l'idée de ce livre, Alain Condaminas? Alors l'idée n'est pas de moi, je dois être honnête, elle vient de Frédéric Guyonnet. Et ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'un syndicaliste peut être syndicaliste et avoir parfois de bonnes idées. Nous venons d'entendre Frédéric Guyonnet, là c'est juste que j'ai saisi qui disait qu'il fallait convaincre des patrons. Le dialogue social en France est ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de pas très épais, si je puis dire, et qui est bien mal en point et depuis longtemps. J'ai accepté d'écrire ce livre avec Frédéric Guyonnet, de suivre son idée, parce que je considérais que effectivement, il y a aussi des syndicalistes qui ne veulent pas entendre parler du dialogue social. Et si on pouvait conjointement aider tout le monde, ça serait peut-être une bonne chose. Alors Alain Condaminas, le livre a été écrit par un patron et un syndicaliste, et c'est amusant. Il y a deux préfaces, une de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, et l'autre de Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière. Comment ils ont réagi et comment les avez-vous convaincus? Tiens, Frédéric Guyonnet. Alors, ils ont réagi, ils ont accepté de suite, que ce soit Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Claude Mailly. Geoffroy Roux de Bézieux, parce qu'il est dans cette vision du dialogue social, qu'il faut un dialogue social de meilleure qualité en France. Donc pour lui, c'était évident. Jean-Claude Mailly, il a participé au dialogue social en tant que secrétaire général de Force ouvrière pendant des années.
Et pour lui aussi, c'était une évidence de. C'est rare. Enfin, vous l'avez dit, hein, c'est la première fois en France qu'un patron, un syndicaliste écrivent ensemble autour d'un livre sur le dialogue social. Et les deux ont accepté sur cette première. Alors, la parole au patron Alain Condaminas. Si je résume l'avis de Jean-Claude Mailly et de Geoffroy Roux de Bézieux, le dialogue social, c'est le seul moyen d'éviter les conflits sociaux. Est-ce que c'est le cas ? Je ne pense pas que ce soit le seul moyen. Je ne pense pas non plus qu'il permette à tout coup d'éviter les conflits sociaux. J'en suis même persuadé. En revanche, c'est certainement le moyen le plus efficace pour faire fonctionner les entreprises le plus solidement possible vers la performance, de mieux être au service des salariés aussi, et donc de prévenir au maximum le risque de conflit social. Alors on découvre vos personnalités dans ce livre, 2 personnalités différentes. Frédéric Guyonnet, vous êtes lancé dans le syndicalisme étudiant sans étiquette, mais vous avez toujours rêvé de travailler dans la banque. La preuve, vous le racontez dans le livre, dans les soirées Monopoly, c'est toujours vous qui teniez la banque. Moi, en général, ceux qui tenaient la banque au Monopoly, j'avais une tendance à les surveiller pour voir s'ils ne transféraient pas des billets de la banque à leur compte. Ça s'est fait comme ça. Comment ça s'est fait pour devenir syndicaliste ? Pour devenir syndicaliste, en fait, il faut s'intéresser au fonctionnement de l'entreprise. Il faut... alors, il y a des syndicalistes qui font du syndicalisme parce qu'ils ont une revanche à prendre sur l'entreprise. Moi, c'était pas le cas. J'avais envie de participer pas à la co-construction de l'entreprise, mais à ce qui se passe en arrière de décor dans la vie de l'entreprise. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans pour essayer. Et puis après, ça m'a plu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de postes jusqu'à devenir patron national. Patron national, voilà. Et vous, Alain Condaminas, vous preniez pas la caisse au Monopoly, vous faisiez pas le banquier au Monopoly, vous aviez une vocation pour devenir patron dans la banque ? Oh, vocation, je ne sais pas si le terme est juste, mais c'est vrai que l'idée m'en est venue au cours de mes études en sciences économiques. Et il y a un cours qui m'a alerté, un cours d'économie monétaire, et la lecture d'un livre de la Banque de France, qui est d'ailleurs totalement repoussant. Mais je me suis rendu compte que la banque, le métier de la banque était au cœur de l'économie. C'est véritablement le poumon de l'économie. C'est aussi un excellent poste d'observation pour voir ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie. Et à ce titre-là, j'ai été attiré et je ne m'étais pas trompé dans mon analyse. Je vais vous redonner la parole en tant que patron. Avant de donner la parole à Frédéric Guyonnet, on se plaint en général en France du faible taux de syndicalisation, excepté dans la fonction publique et les entreprises publiques. Mais dans la banque, il y a 50 à 60% de syndiqués. Comment est-ce que vous expliquez ce chiffre ? Alors, c'est pas dans toutes les banques. C'était dans le cadre de la banque dans laquelle nous étions. On peut la citer, la Banque Populaire Occitane. La Banque Populaire Occitane. Je dirais que c'était historique. À l'origine, il y avait 3 banques populaires qui peu à peu ont fusionné il y a une quinzaine d'années. Et les 3 banques étaient très syndiquées. C'est historique et c'était dans les gènes, si je puis dire, de chacune de ces entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, la Banque Populaire Occitane, c'est difficile d'avoir le taux exact de syndiqués, mais on peut l'estimer de l'ordre de 50 à 60%. C'est bien ça, c'est vous qui avez syndiqué la moitié du personnel. Frédéric Guyonnet, comment ça se passe ? Je confirme les chiffres. Alors après, on a... alors c'est vrai à la Banque Populaire Occitane, mais c'est vrai dans d'autres banques. Le secteur bancaire est un secteur où on est très syndiqué. Ça s'explique parce que souvent de fois, avec l'adhésion à un syndicat, vous avez des protections juridiques dans le cadre professionnel. Il faut savoir que les métiers bancaires, c'est des métiers où on est très exposé sur différents risques. Et du coup, au-delà d'avoir l'information, d'avoir la protection d'un syndicat, ils se protègent eux-mêmes, en fait, les salariés, en adhérant à un syndicat. Alors, ce sont plutôt des syndicats de cadres. C'est plutôt les cadres ou les salariés qui sont syndiqués, Alain Condaminas ? Bon, je crois qu'ils le sont. Enfin, s'agissant de la Banque Populaire Occitane, ils le sont tous. Quand vous arrivez à des taux de 50-60%, beaucoup de cadres sont syndiqués, également beaucoup de ce qu'on appelle dans la banque les techniciens. C'est bien le cas ? Oui, nous enfin, sur le SNB, on a vraiment, c'est moitié-moitié. On a 50% de cadres, 50% de techniciens au niveau national. Toutes banques confondues, Société Générale, BNP, etc. On est vraiment à 50-50.
Vous êtes bien dans Berkov dans tous ses états pour ce livre Dialogue social ou dialogue de sourds, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron, un livre préfacé par Geoffroy Roux de Bézieux et par Jean-Claude Mailly, le patron du MEDEF et l'ex-patron de FO. On a fait le tour de qui sont nos invités du jour. C'est un excellent livre, on apprend beaucoup de choses sur le dialogue social. On va en parler dans quelques instants de comment ça se passe les négociations pour les salaires et puis même dans les ministères, comme on a un syndicaliste qui négocie jusqu'au ministre. Et puis évidemment, on veut avoir vos réactions. Est-ce que vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas de dialogue social? Est-ce que pour vous, le dialogue social, c'est vital pour notamment mieux négocier les augmentations de salaire? Ou est-ce que vous dites, moi j'aime pas les syndicats parce qu'ils sont archaïques, ou vous dites, moi c'est les patrons parce qu'ils veulent rien entendre? Manu attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Retour de Berkov dans tous ses états, alors que vous êtes peut-être en train de déguster une blanquette de veau à 13h16. Mes invités du jour, Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, patron et syndicaliste, pour cet excellent livre, Dialogue de sourds ou dialogue social ou dialogue de sourds, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron, publié chez Vérone. Alain Condaminas, quand vous prenez la direction de la banque, je vous cite, la tactique, rencontrer très vite chaque syndicat en tête à tête, établir un lien personnel. Le dialogue social, c'est avant tout des relations humaines? Je crois que toutes les négociations, c'est une affaire d'hommes et de femmes, c'est une question de relations humaines. Oui, pas seulement, mais il est évident que si on a de bonnes relations, et si surtout au fil du temps, alors je vais dire des choses qui peuvent paraître absolument énormissimes pour beaucoup de gens, mais si peu à peu, par une loyauté qu'on peut espérer réciproque, la confiance ou un certain niveau de confiance peut s'établir, c'est une excellente chose, mais cela prend du temps, cela prend de l'énergie. Et comme on dit toujours, la confiance, ça s'établit pas à pas, mais ça peut s'envoler au galop. Donc ça nécessite beaucoup d'attention et de travail. Mais oui, il faut se connaître, bien sûr. Et Frédéric Guyonnet, vous parlez dans le livre, je vous cite, des patrons Père Noël et des dirigeants rois. La Banque Populaire Occitane, je vais vous poser la question en occitan, Kezako. Non, alors, de la même façon qu'Alain Condaminas a classifié les différents types de syndicalistes qu'il a pu rencontrer ou qui existent, j'ai fait le même exercice côté patron, puisqu'il y a des bons patrons, il y a des patrons qui sont plus sensibles que d'autres au dialogue social. Vous connaissez tous les patrons de banque en France? Moi, j'ai géré des portefeuilles de clientèle professionnelle, donc j'étais avec en client, j'avais des dirigeants, et puis j'en vois régulièrement quand même. C'est mon quotidien. Donc on arrive à avoir différents types de patrons qui existent concernant le dialogue social, parce qu'on en parle. Bien sûr. Alors, vous parlez des grèves dans votre livre. D'ailleurs, il y a des passages qui sont très amusants. Comment vit-on une grève dans son entreprise comme patron, Alain Condaminas? Mal. Vous faites pas comme De Funès dans Rabbi Jacob, comme d'habitude, vous promettez tout et je ne donne rien. Non. Je raconte effectivement une grève que j'ai eue dans mon entreprise. Quand je dis mon, c'était pas la mienne, mais c'est très affectif tout cela. Et je crois que je décris cette grève également sur comment je l'ai vécue, quelles ont été les tactiques en face de moi, quelles ont été les tactiques que j'ai utilisées. C'est quand même une sorte de lutte. Hein. Et je crois que je le décris comme rarement un patron a décrit un mouvement de grève. C'est vrai. Et à partir du moment... Il y a beaucoup d'affect quand vous le décrivez. Mais attendez, un patron, c'est un être humain. Donc il vit lui aussi avec ses sentiments et ses émotions. Bien évidemment, un patron, ce n'est pas un robot. Je n'ai jamais été un robot en ce qui me concerne. Je ne pense pas qu'un patron puisse être un robot, ou alors je ne sais pas comment le classifierait Frédéric Guyonnet. Non, mais une grève, c'est une attaque et parfois une attaque personnelle, bien sûr. On va vous poser la question, Frédéric Guyonnet, j'ai fait allusion à Rabbi Jacob, vous n'étiez pas comme la marionnette de Krasuki dans le Bébé de Show, quand quelqu'un vous disait qu'est-ce qu'on fait, et vous répondiez la grève. C'était pas votre cas. Comment est-ce qu'on vit une grève en tant que patron de syndicat? En tant que patron de syndicat, alors déjà, c'est un exercice qui est compliqué, parce que
Une grève, pour un syndicaliste, c'est un peu casse-gueule. Si vous lancez une grève et qu'il y a personne qui suit, ben, en fait, vous représentez que vous-même. Hein. On l'a connu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il faut réussir à mobiliser nos troupes et mobiliser les salariés autour de revendications et de demandes communes, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'on négocie, là je vais vous poser une question, parlons vrai, Alain Condaminas, de la même manière avec tous les syndicats? Alors, je crois qu'il faut bien distinguer. Il y a les syndicats, il y a les syndicalistes. Oui, non, mais vous avez des syndicalistes, qui appartiennent à des syndicats que l'on dit réformateurs et avec qui il est impossible de discuter. Et vous avez aussi des syndicalistes, hommes ou femmes, peu importe, qui sont dans des syndicats réputés particulièrement durs et avec lesquels on arrive à discuter. Donc vous me posiez la question tout à l'heure des relations humaines, on est aussi dans l'humain. Il y a le syndicat et il y a les syndicalistes. Et la position de chaque être humain compte pour beaucoup dans l'importance que peut avoir le dialogue social dans l'entreprise. Donc vous pouvez avoir parfois un syndicaliste avec qui c'est plus facile de négocier chez Sud ou à la CGT qu'à la CGC, c'est ça? Sud, je ne sais pas, je ne les ai jamais eus avec moi. Mais je connais des entreprises, des banques populaires, pour être très clair, où c'était plus facile de discuter avec le représentant de la CGT qu'avec le représentant du syndicat que préside aujourd'hui Frédéric Guyonnet. Oui, c'est vrai. Frédéric Guyonnet, est-ce que parfois, vous, en tant que syndicaliste, quand vous menez des négociations avec d'autres syndicats, vous êtes déjà dit que des patrons allaient trop loin ou des syndicats allaient trop loin? Ah mais bien sûr, ça c'est évident. Lorsque vous avez des syndicats qui font des demandes qui sont inatteignables, donc là on se bat clairement contre des moulins, et que on sait très bien que derrière l'entreprise ne va pas donner parce qu'elle est incapable de donner, et qui continue à faire leurs demandes, on sait qu'on va droit dans le mur et qu'on ne va pas aboutir à un accord. Entre vous, vous dites pas, bon là, écoute, tu es trop loin, tu déconnes. Si, on se le dit, bien sûr, ouais. Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Et vous, justement, Alain Condaminas, vous avez trouvé parfois que des patrons ou des représentants de patrons allaient trop loin avec les syndicats parfois? Mais c'est vrai dans les deux sens. Hein. Dans le mot, ou dans le terme plutôt dialogue social, il y a le mot dialogue. Dialogue, ça veut dire qu'il faut être au moins deux. Si l'un des deux ne veut pas discuter, que ce soit un patron ou un syndicat, il n'y a pas de dialogue social. Et malheureusement, il y a beaucoup de patrons. Quand je dis patron, on parle beaucoup de patrons en entreprise. Il faudrait que nos auditeurs entendent employeurs et salariés. Parce que l'État, les collectivités locales, les associations diverses sont aussi de gros employeurs et elles aussi, elles ont des syndicats. Donc ça ne concerne pas que la sphère privée, hein. Je crois qu'il faut bien se caler là-dessus. Donc oui, il y a des partis quelquefois qui n'ont pas envie de négocier et qui font exprès de pousser le bouchon beaucoup trop loin. Frédéric Guyonnet, vous avez négocié au sein de votre banque. Aujourd'hui, vous négociez jusqu'au ministère. Est-ce qu'on négocie de la même manière avec un patron ou avec un ministre? Alors, moi, je négocie à différents niveaux. Donc, effectivement, vous le dites, j'ai négocié au niveau d'une entreprise. Alors, avant le ministère, il y a la branche professionnelle. Moi, je négocie aujourd'hui dans 2-3 branches professionnelles. Donc, déjà, c'est au-delà du niveau de l'entreprise, c'est différent. Donc, sur une négociation de branche, on va même jusqu'à écrire des accords ensemble. Des accords de branche, qu'on appelle les accords de branche, mais on part de feuilles blanches quelquefois sur certains. C'est quoi un accord de branche? Parce qu'on en entend toujours parler, mais je suis pas certain que tous les auditeurs le sachent. Alors, une branche professionnelle, c'est un regroupement d'entreprises autour d'un texte qu'on appelle une convention collective. Et donc, par exemple, dans la banque, vous avez différentes branches professionnelles. Vous avez la branche Banque Populaire, qui est une branche en elle-même, qui représente 30 000 salariés. Et vous avez la branche AFB, qui est une branche qui va regrouper... C'est l'Association Française des Banques, c'est ça? Exactement, Société Générale, BNP, enfin toutes les banques, il y en a 180. Et là, ça représente 197 000 salariés. Vous avez la branche caisse d'épargne, la branche Crédit Agricole, etc., etc.
D'accord. Et donc ça se négocie. Mais quand on est face à un ministre, comment ça se passe? Parce que c'est le secret des dieux, là. Alors un ministre, on négocie pas un accord avec un ministre. On va négocier des dispositions. On va négocier, par exemple, en période de Covid, où j'avais des rendez-vous avec Elisabeth Borne. On négociait les protocoles, ce genre de choses. Voilà. Mais j'ai jamais négocié un accord avec un ministre. Alain Condaminas, quand vous voyez un accord de branche qui arrive, en tant que patron de banque, est-ce que parfois vous êtes dit, mais au haut niveau, vous me passerez l'expression, péter un câble? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Jamais? Non, jamais, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un représentant de la branche, et le représentant de la branche, il a un mandat qui est donné par les différents patrons des entreprises de la branche. Donc il sait qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc j'ai jamais pété un plomb, je sais plus quel terme vous avez utilisé. Un câble. Un câble, c'est pareil. Lorsqu'un accord de branche est arrivé, non. Simplement, on regardait dans la plage, si je puis dire, de négociation qui était donnée au sein du mandat, où est-ce que le négociateur avait pu se placer, est-ce qu'il avait été très près du minimum ou au maximum du mandat. Vous êtes bien dans Berkoff dans tous ses états avec cet excellent bouquin, Dialogue social ou dialogue de sourds, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron, un livre écrit par Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, un livre à 4 mains, un livre publié chez Vérone. On vous attend au 0826 300 300 pour nous raconter votre vie. Tiens, dans votre boîte, il y a un bon dialogue social, il n'y en a pas? Et puis, évidemment, le conflit pour les retraites. Aujourd'hui, il y a des grèves, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Est-ce que vous pensez que le dialogue social, il est au niveau en France? Est-ce que vous pensez qu'il l'est notamment dans la réforme des retraites, qui est dans l'actu chaude? On attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et avec nos deux invités du jour, les carottes n'étaient jamais cuites pour le dialogue social. Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, co-auteurs du livre Dialogue social ou dialogue de sourds, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron, publié chez Vérone Éditions. Un livre préfacé par Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, et Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force ouvrière. Je vais vous poser une question à tous les deux. Alain Condaminas, comment prépare-t-on une négociation ? Je dirais ça dépend d'abord de laquelle. Non, mais toutes les négociations ne se valent pas. Quand je dis elles ne se valent pas, les unes vont porter, par exemple, sur des rémunérations, quel que soit le type de rémunération. D'autres vont porter sur des conditions de travail. D'autres vont porter peut-être sur une réorganisation de l'entreprise, etc. Donc, c'est difficile de donner une généralité. Si ce n'est dire, en tant que patron, comme la partie adverse, si je puis dire, a un objectif, veut atteindre son objectif, donc ça se prépare. Côté patron, s'il s'agit de négociations sur la rémunération, il y a un dossier à préparer pour l'ensemble des syndicats, de façon qu'eux aussi puissent travailler de leur côté sur les données de l'entreprise, etc. Et on se donne là aussi, comme je le décrivais tout à l'heure pour un mandat, on se donne en tout cas moi j'ai toujours procédé ainsi, une plage de négociation possible, avec un maximum qui n'est pas à dépasser, un plafond, et puis un plancher qui n'est pas à dépasser non plus vers le bas, parce qu'il faut que l'entreprise continue de fonctionner, il faut garder des salariés motivés, et il ne faut pas croire que dans une négociation, par exemple sur la rémunération, un patron veut systématiquement le minimum du minimum. Tout à l'heure, vous citiez De Funès dans Rabbi Jacob, c'est pas ça, c'est pas vrai. Les rémunérations pour un patron, c'est aussi une forme d'investissement pour garder un personnel qui soit motivé, donc performant. C'est un élément de la performance de l'entreprise. Et c'est un investissement. Et du côté du syndicalisme, comment on prépare une négo? C'est exactement ce qu'on explique dans le livre, en fait. Parce que ce livre, il n'est pas là pour dire Alain Condaminas, ce qu'il a fait, c'est bien, ou qu'Alain Condaminas dise ce qu'a fait Frédéric Guyonnet, c'est bien. C'est vraiment... vous confrontez les points de vue, vous expliquez ce que c'est. Il explique vraiment comment lui négocie, comment nous, syndicats, on négocie. Et en fait, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on va faire une demande sur une augmentation de salaire, on va faire une demande avec un certain niveau, mais on sait à partir de quel niveau on ne veut pas descendre. Et le but de la négociation, c'est de trouver un point de rencontre entre ce qu'a dit Alain Condaminas sur ces mesures et ce que nous on veut.
Et dès qu'on trouve un point de rencontre, ça fait un accord. Alors, vous parlez dans ce livre, c'est pareil, on a parlé tout à l'heure des accords de branche. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, vous nous l'avez expliqué. On parle de la gestion paritaire. C'est quoi la gestion paritaire pour un patron, Alain Condamina? C'est pour un syndicaliste? Alors la gestion paritaire, il y a un organisme, une société qui a une mission bien précise et au sein de laquelle, pour la gestion, au sein du conseil d'administration, à égalité, en général donc à parité, sont les représentants du personnel et les patrons. Mais de façon publique et nationale, vous avez par exemple les ACDIC, c'est une forme de gestion paritaire dans le cadre d'une loi, bien évidemment. Moi, pour ma part, j'ai été administrateur pendant plusieurs années de 2 organismes paritaires au sein du groupe Banque Populaire. C'était pas de grosses entreprises, mais néanmoins, elles géraient plusieurs milliards d'euros. Cela concernait la retraite et la prévoyance de 30 000 salariés. C'était une partie de la retraite. Et la prévoyance de 30 000 salariés, c'était pas rien non plus. C'est sûr. Et là, c'est intéressant parce que j'ai découvert ça la première fois que je suis arrivé dans un conseil d'administration d'une de ces sociétés, à savoir que les relations avec un syndicat sont complètement différentes. Dans le sens où là, on est entre nous, les électeurs, n'oublions jamais que les syndicalistes sont des personnes élues, les électeurs ne voient pas vraiment ce qui se passe et donc il n'y a pas ou très peu de jeu de rôle entre syndicats. Et j'ai même envie de dire très peu de jeu de rôle, de jeu théâtral entre syndicats et patronat. Et en tout cas, dans les 2 organismes que j'ai connus, il y règne une ambiance tout à fait particulière, où même si on sent bien qu'on n'est pas du même côté, on arrive à se mettre d'accord, sans jeu théâtral, et on se met d'accord parce qu'il est de l'intérêt de tout le monde de se mettre d'accord. Frédéric Guyonnet, la gestion paritaire pour un syndicaliste, c'est quoi? Alors le paritarisme en France, alors on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Il y a énormément d'organismes sociaux qui sont paritaires. Hein. On a parlé des ACDIC. Pôle emploi, l'URSSAF, la CPAM, la GIRCARCO, les caisses de retraite, enfin voilà. Donc les médecines du travail sont gérées paritairement aussi. Donc il y a beaucoup d'organismes paritaires en France. Et c'est ce que dit Alain Condaminas. En fait, on se retrouve entre syndicats d'employés et syndicats d'employeurs à gérer ensemble des organismes. Donc il faut bien que ça fonctionne. Et si vous regardez les organismes paritaires qui sont gérés aujourd'hui en France, qui sont gérés par les syndicats patronaux et par les syndicats salariés, c'est plutôt bien géré d'ailleurs. Comme la GIRCARCO. La GIRCARCO, exactement. Alors, une question. Si vous me permettez, si bien sûr, Alain Condaminas, oui. Si je peux faire une brève provocation, parce que sinon notre émission va être triste. En général, les organismes paritaires sont mieux gérés que ceux qui sont gérés directement par l'État. Ah mais ça c'est une réalité. Alors justement, vous n'avez pas lu ma question suivante. Est-ce que justement dans la gestion paritaire, les pouvoirs publics, c'est pas un peu des empêcheurs de tourner en rond, Alain Condaminas? Dans les organismes que moi j'ai connus, dans lesquels j'ai pratiqué, il n'y avait pas de place pour les pouvoirs publics, si ce n'est le respect d'une réglementation concernant les assurances, les retraites, etc. Bon, ça c'est tout à fait normal, ou les établissements financiers. Mais moi, j'ai pas connu d'organisme où l'État intervenait. Maintenant, dans les grands organismes tels que vient de les citer Frédéric Guyonnet, très honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe. Frédéric, peut-être en sait-il davantage. Eh ben, on va lui poser la question. Frédéric Guyonnet, est-ce que les pouvoirs publics sont pas parfois, certains syndicats le disent, hein, alors peut-être pas le vôtre, des empêcheurs de tourner en rond dans le dialogue social? C'est-à-dire qu'ils viennent mettre leur grain de sel, alors que si on laisse les syndicats de patrons, les syndicats de salariés gérer tout seuls, ça se passe très bien. Ah mais ça, c'est évident. Ah. Ça, c'est évident. Sur les différents organismes que j'ai cités, autant donc les conseils d'administration sont gérés paritairement, mais en dessous des conseils d'administration, il y a toute la structure de l'organisme qui est du coup en direct avec les pouvoirs publics. Alors, quand on échoue dans une négociation de dialogue social, Alain Condaminas, comment est-ce qu'on explique ça à ses actionnaires? Et je vous posais la question à vous, à ses syndiqués. Alors, à ces actionnaires, les banques populaires sont des organismes mutualistes, donc il n'y a pas grande explication à donner, si ce n'est bien sûr au conseil d'administration. Au conseil d'administration, oui. Voilà, au conseil d'administration. Moi, les grands échecs de dialogue social, enfin de recherche d'accord, je n'en ai pas connu beaucoup.
J'ai toujours réussi, nous avons toujours réussi, durant les 20 ans où j'ai été patron, à trouver un accord, soit à l'unanimité des syndicats, soit avec un ou deux syndicats, en tout cas qui permettaient à l'accord d'être validé, d'être mis en place, y compris l'année où il y a eu la grève que nous avons évoquée tout à l'heure. Alors ceci étant, j'ai connu un cas tout à fait particulier. Je ne vais pas décrire ici parce que ça va prendre trop de temps, mais nous avions négocié avec l'ensemble des syndicats et on était arrivé on avait vraiment travaillé d'ailleurs plus en groupe de travail qu'en négociation pure, et on était arrivé à un accord qui pouvait être extrêmement important pour l'entreprise. Et tout le monde était bien content à l'issue de ce travail. Bien sûr, les syndicats ont demandé l'accord de leurs mandants, comme ils disent, c'est-à-dire aux syndiqués. Et les syndiqués ont dit non, nous ne voulons pas de cet accord-là. Ce qui fait que syndicats et patrons, nous avions bien travaillé, nous étions mis d'accord, et néanmoins, cet accord n'a pas été signé. C'est assez curieux, mais ce sont aussi des choses qui arrivent. Frédéric Guyonnet, on ne reçoit pas des tomates et des œufs quand on échoue dans une négo, quand on est patron de syndicat? Ben, je pense que tout est une question de communication. Il faut expliquer les choses. Quelquefois, effectivement, on n'arrive pas à trouver d'accord. Alors, est-ce que c'est la faute des syndicats? Est-ce que c'est la faute du patron? En tous les cas, est-ce que c'est la faute à pas de chance? Non, la faute à pas de chance, je ne pense pas. Mais en tous les cas, ça peut être une faute partagée. Et il suffit de l'expliquer et de s'améliorer pour la prochaine fois, en fait. Voilà. Oui, mais c'est très délicat lorsqu'il y a échec. Parce que les syndicats, dans leur communication, cherchent à mettre ça sur le dos du patron, c'est normal. La direction, et la direction cherche à mettre ça sur le dos des syndicats. Voilà. Donc c'est une situation qui n'est pas bonne pour l'entreprise en général, mais qui n'est bonne finalement pour aucune des deux parties. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Ça rappelle une comédie musicale, Lucien. Oui, et vous avez la parole au 0826 300 pour interpeller un syndicat, Frédéric Guyonnet, ou un dirigeant d'entreprise, Alain Condaminas. Vous nous appelez 0826 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face de Philippe David et vous avez la parole au 0826 300. Il y a beaucoup d'auditeurs. On va commencer tout de suite avec Philippe de Libourne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à vos invités. Bonjour Philippe. Du coup, moi je voudrais... ça m'amuse un peu. Vos invités, ils sont sympathiques. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le dialogue social et le dialogue syndical et patronal, je pense qu'il est mort et enterré aux yeux des Français depuis un moment. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, le jour où des syndicats de patronat et des syndicats de salariés ont émis des avis pour voter pour présidentiel pour la même personne, en fait, on s'est aperçu que le dialogue syndical, en fait, et social surtout, c'était un dîner con. Je m'explique. Il y a 3 personnes qui sont au dîner. Donc il y a le patron, le syndicat, ou alors les syndicats et les ministres. Hein. Donc voilà. Et la 3e personne, c'est les salariés. Mais eux, ils sont là, ils sont pas au banquet, mais ils sont là par délégation. Vous voulez dire, Philippe, que vous êtes choqué, par exemple, quand tous les syndicats, on parle en vrai, hein, de salariés disent au 2e tour de la présidentielle, il faut voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Évidemment, puisque de toute façon, l'organisation patronale, elle appelle à voter pour Macron pour son intérêt. Et l'organisation syndicale, elle appelle à voter pour Macron pour son intérêt aussi, apparemment, puisque s'il vote pour elle, pour lui, c'est son intérêt. Donc, alors, attendez. Oui, très court, parce qu'on a beaucoup d'appels. Et on va faire réagir nos invités. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu leur donner
l'excuse de la localité, c'est-à-dire les accords locaux et tout ça, c'est pas la même chose. Mais comme c'est une pyramide, c'est-à-dire que les syndicats, ils élisent leurs dirigeants de façon pyramidale, comme les patrons d'ailleurs. Donc en fait, moi je les mets tous dans le même sac. En fait, ils sont tous pourris pour moi. Alors Philippe, c'est votre point de vue. On va faire réagir Frédéric Guyonnet, syndicat de salariés. Donc quand tous les syndicats disent pour qui il faut voter au deuxième tour de la présidentielle, est-ce que vous, ça vous choque en tant que syndicaliste? Alors déjà, c'est pas tous les syndicats, c'est certains syndicats. Certains, oui. Et c'est peut-être, Philippe a raison, hein, c'est peut-être pour ça aussi que dans certains secteurs, il y a peut-être moins aussi de participation aux élections professionnelles, il y a peut-être moins d'adhésion. C'est pas le cas dans le secteur dans lequel je travaille, le secteur bancaire. On fait de plus en plus d'adhésion. Là, il y a des élections en ce moment dans l'entreprise où je travaille. On est à 80% de participation quand même. Enfin, tout le monde rêverait d'avoir ça. Oui. Chaque politique rêverait d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de politique. On est apolitique. On ne parle jamais de politique. On ne s'intéresse qu'à l'entreprise. Et c'est peut-être pour ça, enfin, ça démontre ce que vient de dire Philippe. Alors, on va prendre, parce qu'il y a beaucoup d'appels et on veut prendre tout le monde et il nous reste pas un temps infini. Et c'est un autre Philippe d'ailleurs. Pardon, je peux pas réagir sur le tous pourri. Ah bah si, allez-y. Mais alors, brièvement. Oui, brièvement. Il me gêne un peu le tous pourri. Non, je crois pas que ça soit le cas. Alors ensuite, effectivement, je pense qu'il ne faut pas mélanger politique et syndicalisme, de quelque forme syndicale il s'agit, parce que trop souvent, justement, il n'y a pas de dialogue social, parce que pour certains syndicalistes, je ne veux même pas dire syndicats, leur objectif est guidé non pas par la défense des salariés, mais par une idéologie politique. Et ça, c'est pas bon pour le dialogue social. Après ce que Philippe a dit, fort justement, il y a quand même beaucoup d'accords locaux qui sont signés, et c'est ça qui fait marcher la machine. On continue, c'est encore un Philippe. Merci beaucoup Lucien. à Philippe de Libourne et on passe avec Philippe de Cherbourg. Bonjour Philippe. Un peu plus au nord-ouest. Oui, bonjour Philippe. On n'y peut rien, il n'y a que les Philippe qui parlent. Bon, Philippe David, merci de me prendre avec plaisir. Voilà. Et alors déjà, je tenais à saluer le travail de vos deux invités. Mais moi, je vais assez brièvement dresser un petit tableau rapide du syndicalisme tel que moi je l'ai vécu, puisque j'avais quelques responsabilités. Déjà en France, on a un gros problème, c'est qu'il nous faut des états généraux des syndicats, puisque vous avez multiples syndicats pour parler de la même chose. Donc on a un gros problème, c'est-à-dire que chacun défend ses paroisses. Je vous rappelle qu'il y a des délégués syndicaux sur le terrain, mais il y a aussi dans les centrales. Oui. Vous avez des syndiqués qui sont permanents. Alors là, c'est encore deux mondes. Je dirais aussi une chose, c'est qu'il faudrait donc des états généraux, parce qu'il y a trop de syndicats. Trop de syndicats, moi j'ai rencontré des patrons, mais ça vous étiez dans quel syndicat, si vous êtes obligé La chimie. Mais quel syndicat CFDT. CFDT Chimie, d'accord, oui. Bon, après je suis passé à la CGC parce que j'ai eu d'autres responsabilités. Enfin, peu importe. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est catastrophique. Il faut que les Français, là, alors les gouvernements essayent, mais c'est pas facile, mais il faut absolument tout remettre à plat. Les Français, réveillez-vous. Vous avez multiples syndicats qui vont polluer carrément des débats ou des accords, tout ça pour parler de la même chose. Imaginez qu'en France, j'ai même pas fait la liste, mais on doit être à plus de 10 syndicats. C'est une catastrophe. Alors après, il y a une chose aussi intéressante. Oui, il y a une chose aussi qu'il faut absolument parler, c'est la GPEC. Ça doit parler à vos interlocuteurs, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, qui en fin de compte, moi j'ai commencé ma carrière pour une société allemande et suédoise. Là-bas, en Allemagne, vous avez même dans les pays nordiques, deux syndicats, on va dire, larges. Quand ils se mettent en grève, il y a une raison vraiment fondée. Et là, on parle je dirais, vous avez des professionnels, vous avez une structure, un corps, vous avez vraiment une force. Et il faudrait que, tout simplement, les Français et les travailleurs puissent, dès l'instant qu'ils ont un contrat de travail, soient syndiqués auprès de 2 centrales, pas plus. Alors, le reste, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est de la folie furieuse. Et je vous rappelle, David, j'aurais fini là-dessus, je vous rappelle quand même l'histoire qu'il y a eu en 2007 avec Denis Gauthier-Sauvagnac, l'UMM, d'accord, ça doit vous parler. Oui, où avec les enveloppes de billets pour fluidifier les rapports sociaux. Pour fluidifier le dialogue social, d'accord. Oui. C'est comme l'huile moteur, les enveloppes, c'est pareil. Alors, je peux vous dire, David, il faut absolument
des états généraux parce que c'est invivable pour un chef d'entreprise. Alors, merci Philippe. On va faire réagir. Qui veut réagir entre Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, parce qu'on prend un dernier appel après. Qui veut réagir entre vous deux? Je prends. Allez-y Alain. Je suis d'accord avec Philippe, le dialogue social en France va mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie de témoigner avec Frédéric Guyonnet. Et pourtant, nous sommes sans doute le pays de l'OCDE, je prends l'OCDE parce que les pays sont comparables, le pays de l'OCDE où la loi donne le plus de moyens, que ce soit en périmètre d'action ou en moyens financiers, temps, etc., parmi les plus importants. Dans les autres pays de l'OCDE, la loi donne beaucoup moins de moyens, mais il y a plus de dialogue social dans les autres pays qu'en France. Donc il y a un problème franco-français, ça il n'y a pas de doute. Est-ce que cela vient du trop grand nombre de syndicats? Je laisse Philippe et d'autres à leurs analyses. Je crois qu'il faut arrêter de légiférer dans tous les sens, on en a assez de lois. Par contre, il faut pratiquer, et l'exemple venant d'en haut, il faudrait que, à mon sens, l'État montre sa capacité, montre sa capacité à mener un bon dialogue social. Qui quand même, et je vais reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par votre autre Philippe auditeur, il y a quand même beaucoup d'accords locaux qui sont signés. Il nous reste 3 minutes, on va prendre un dernier auditeur. Merci beaucoup à Philippe de Cherbourg, et on accueille Yann des Landes. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Oui, bonjour Philippe, bonjour à vos invités. Je trouve que... Alors moi j'ai une petite question par rapport aux syndicats. Les syndicats représentent en France environ 5% des salariés. 8%, d'accord. Mais une loi de M. Hollande a fait que, globalement, les syndicats, quoi qu'il en soit, que vous soyez syndicat ou pas, sur votre feuille de paye, maintenant, vous payez pour les syndicats. Et donc, en fait, ils se partagent une manne plutôt importante, qui se chiffre en millions, si ce n'est en milliards d'euros, sur l'ensemble des gros syndicats. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ces syndicats aient à se battre pour aller défendre les salariés. Et alors, je vais vous dire, moi, j'ai jamais été syndiqué. En plus, j'étais chef d'entreprise. Et j'ai pas eu dans mes entreprises des syndicats, mais j'en avais pas besoin non plus, dans la mesure où le dialogue social passait très très bien avec les salariés et que j'expliquais très très bien ce qu'il y avait à faire. Mais voilà, j'ai cette impression qu'en fait, ils ont plus besoin d'aller se battre pour aller chercher de l'argent maintenant auprès des adhérents, dans la mesure où de toute façon, ça leur tombe tout cru dans la bouche, en fait. Alors, on va donner la parole. Bien avoir une réponse. Alors, Yann, on va donner la parole à Frédéric Guyonnet. Alors, ça dépend des secteurs d'activité. Moi, je préside le syndicat national de la banque. Je suis le dirigeant de ce syndicat. On ne reçoit aucun fonds du public. On ne vit qu'avec nos cotisations syndicales. Et c'est pour ça qu'on fait du développement syndical. Et effectivement, dans certains secteurs où ils reçoivent des fonds des entreprises et du coup, ils n'ont pas besoin de faire du développement syndical. Souvent de fois, ils représentent qu'eux-mêmes, puisque ils se battent pas trop. Mais est-ce que ça pose pas une question? On va poser la question. Mais ça fait partie par rapport à la question d'avant. Une réforme du syndicalisme en France, je pense qu'elle serait nécessaire. Pour changer tout ça, il faudrait qu'on soit un peu comme, c'est pas un peu comme le syndicalisme dans les pays du Nord ou à l'allemande. Vous êtes pour ça? Il nous reste à peine une minute, même pas une minute. Alain Condaminas, il faut un syndicalisme à l'allemande ou scandinave? Il faudrait un syndicalisme à la française, mais qui soit mieux conçu. Non, mais c'est une question de pratique et d'état d'esprit, avant tout. Et cet état d'esprit, pour le moment, nous l'avons parfois, assez souvent au niveau local, et dès qu'on dépasse le niveau local, on ne l'a plus. Voilà. Dans les ressources qu'a le syndicat, il n'y a pas que les cotisations. La loi oblige les entreprises à donner un certain nombre d'heures de délégation. Ça ne figure nulle part dans les budgets des syndicats et ça ne figure pas non plus dans les comptes des entreprises, si ce n'est noyé dans la masse salariale. Mais ça représente des sommes assez considérables. Merci beaucoup Alain Condaminas et Frédéric Guyonnet, auteurs de cet excellent livre. On apprend plein de choses sur les négociations, comment ça se passe, dialogue social ou dialogue de sourds, regard croisé d'un syndicaliste et d'un patron, publié chez Véron Éditions. Un livre préfacé par Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, et Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de FO, Lucien. Oui, merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.